Nous allons parcourir le cinéma allemand depuis les années 20 jusqu'à la fin du Second Conflit mondial. Alors c'est un paradoxe d'abord ce cinéma allemand parce que fin du 19e siècle, en France, les frères Lumière sont des grands industriels et inventent le cinématographe. En Allemagne, ce seront des forains, des artistes de music hall, et le cinéma allemand va être très peu représenté sur les écrans nationaux jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. À Berlin, on voit des films danois, français, italiens, américains bien sûr, mais très peu, moins de 15% des écrans sont occupés par des films nationaux. C'est en fait une décision du haut commandement militaire qui va créer la UFA, Universum Film Gesellschaft. C'est un consortium qui rassemble tous les métiers du cinéma, et cette UFA a été créée à des fins de propagande. Nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale et l'Allemagne veut essayer de renforcer son influence alors que déjà elle perd beaucoup de terrain sur les lieux de combat. Eh bien, il n'y aura pas de film de propagande. La guerre sera terminée et la UFA va devenir une pépinière de talents. C'est par cela que nous commencerons ce cycle. Dans les années 20, on peut vraiment parler d'un âge d'or du cinéma allemand, l'âge d'or de Babelsberg, ces immenses studios dans la banlieue de Berlin où vont s'illustrer les plus grands talents. Alors il y a Ernst Lubitsch qui ne fait pas des comédies à ce moment-là, il fait des drames historiques avec des milliers de figurants. Ça va tellement impressionner les Américains qu'ils seraient invités très vite à venir aux États-Unis. Il y a Murnau, il y a Fritz Lang avec Metropolis. Murnau, par exemple, le Fosse de Murnau, tous les décors sont faits entièrement en studio. Alors cet âge d'or est caractérisé par une extrêmement grande maîtrise technique qui impressionne les observateurs étrangers. Il y a notamment un certain Hitchcock qui va visiter les studios allemands et va en tirer les leçons puisque les premiers films d'Hitchcock vont être tournés en Allemagne grâce à un accord de coproduction avec l'Angleterre. La caractéristique, c'est que les Allemands travaillent tous les moyens purement cinématographiques. Ils utilisent les éclairages artificiels, c'est un peu la tendance expressionniste, on joue sur les clairs-obscurs. On parle même de caméras déchaînées, tellement les travelling faits dans les studios de Babelsberg sont impressionnants. On verra une scène, la scène du tapis magique dans le Fosse de Murnau qui est absolument époustouflante. Ils travaillent aussi les décors sont très importants. Pensez au Métropolis de Fritz Lang, le gigantisme des décors et aussi l'utilisation de nombreux trucages comme l'effet Schuftan. La caractéristique néanmoins de cet âge d'or, c'est que les sujets des films sont des sujets qui ne sont pas en rapport avec l'actualité. La société allemande de l'entre-deux-guerres est une société extrêmement bousculée. Il y a d'énormes conflits sociaux. Pensez à la répression de la révolte spartakiste, au meurtre de Rosa Luxembourg, de Karl Liebknecht, par les corps francs du président Ebert. La République de Weimar est secouée par ses soubresauts. Il y a aussi le poids du traité de Versailles. Il y a l'inflation galopante. Et donc, le cinéma allemand, lui, tourne le dos à la réalité. On parle des légendes nordiques, on fait on n'appelait pas ça de la science-fiction à l'époque, on faisait de l'anticipation scientifique. Un film comme Metropolis est en plein dans ce courant-là. Mais la réalité est absente. Eh bien, je voudrais vous montrer qu'elle n'est pas totalement absente. Il y a des réalisateurs qui vont néanmoins parler de la situation actuelle de l'Allemagne, de ses difficultés économiques, sociales. Alors, il y a Pabst qui va nous donner Loulou, Journal d'une fille perdue, La rue sans joie, qui, bien que situé à Vienne, est un film qui concerne totalement l'atmosphère délétère qui règne à Berlin. On y trouve une gloire du cinéma muet allemand qui est Asta Nielsen et aussi une gloire montante qui est la jeune Greta Garbo venue du Nord et qui va elle aussi très vite rejoindre les États-Unis. Il y a aussi des films documentaires comme Berlin, Symphonie d'une grande ville de Walter Ruttmann qui montrent que Berlin, malgré les soubresauts politico-sociaux, Berlin est un centre culturel pour l'Europe de ces années 20. Et puis il y a un film que j'aime particulièrement qui est Les hommes le dimanche, qui est une sorte de manifeste pour critiquer justement l'artificialisme des films sortis des studios de Babelsberg et aussi le fait qu'ils tournent le dos à la réalité. Les hommes le dimanche, le générique est assez impressionnant. On y trouve Robert et Kurt Siodmak, on y trouve Fred Zinnemann, on y trouve Billy Wilder. Tous ces gens devront s'exiler lorsque les nazis arriveront au pouvoir, mais ce film reste comme un jalon pour un cinéma allemand plus tenté de refléter les problèmes de la société de leur époque. Le début des années 30, c'est aussi l'arrivée du parlant.
aux États-Unis, c'était fin 1927 avec le chanteur de jazz, mais enfin, il faudra attendre un an et demi pour que non seulement les studios s'insonorisent, mais également que les salles permettent la projection de films parlants. En Europe, ça vient avec un peu de retard, disons les années 29-30, et les Allemands vont être considérés effectivement, encore une fois, comme des techniciens haut de gamme pour tout ce qui est l'habillage sonore des films, à tel point d'ailleurs que les premiers films de René Clair en France vont être tournés avec des procédés sonores allemands. Et ces débuts du parlant sont extraordinaires parce que les cinéastes qui ont tous été formés à l'époque du muet, eh bien, conservent d'abord la primauté du visuel sur le sonore, mais sont tentés aussi de travailler le son de manière non réaliste, ou en tout cas d'utiliser toutes les possibilités dramatiques du son. Si on prend un film comme M le maudit de Fritz Lang, eh bien, le tueur, qui est un serial killer de petites filles, qui officie dans une grande ville, eh bien, le tueur sifflote toujours un air, le Pergun de Grieg. Il paraît d'ailleurs que Peter Lorre ne sachant pas siffler, c'était Fritz Lang lui-même qui le doublait au moment de la prise. Eh bien, très vite dans le film, on ne voit même plus le tueur, mais on sent sa présence uniquement parce qu'on entend le petit refrain. De la même manière, dans L'Ange bleu de von Sternberg, la manière dont le son circule dans le cabaret où officie Lola Lola, la tentatrice qui va faire chuter le professeur Unrat. Il s'appelait Rat, mais ses étudiants l'appelaient Unrat, et en allemand Unrat, ça veut dire poubelle, détritus. Eh bien, ce son est travaillé de manière extrêmement intéressante. Et il y a aussi, un peu comme aux États-Unis, une grande vague de comédie musicale avec une actrice très spitante qui est en fait anglo-allemande, qui est Liliane Harvey. Et je montrerai notamment un film qui est typique de ce courant de la comédie musicale lié à la Grande Dépression. Nous sommes en 1930. Le film s'appelle Le chemin du paradis de Wilhelm Thiel. Il s'agit de 3 jeunes oisifs qui ont tout perdu à cause de la Grande Dépression et ils ne s'en font pas. Ils vont ouvrir une pompe à essence. D'ailleurs, le titre allemand, ça s'appelle Die drei von der Tankstelle, ça veut dire les 3 de la pompe. Et tout ça se passe dans la bonne humeur avec des chansons, une bonne humeur tellement communicative qu'une fois que les nazis seront au pouvoir, ils interdiront ce film qui donne une image beaucoup trop insouciante de ces jeunes oisifs. Bleib immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, Ruhe sei. Nous arrivons évidemment, je parlais des années 30, l'arrivée du parlant, nous arrivons en 1933 avec l'accession d'Hitler au pouvoir, Goebbels, ministre de la propagande, le cinéma va être muselé très rapidement. Le ver était dans le fruit puisque, je vous rappelle, le cinéma allemand avait décollé grâce à une décision du haut commandement militaire à la fin de la guerre 14-18, donc les milieux nationalistes étaient très présents, même si à Babelsberg on trouvait aussi énormément de grands talents et notamment des talents de confession juive. Tous ces talents vont devoir s'exiler. Fritz Lang, alors il y avait ceux qui avaient été invités aux États-Unis avant la montée du nazisme. Ça, c'était Lubitsch, c'était Murnau. Mais des gens comme Fritz Lang, comme Billy Wilder, comme les frères Sionmak, comme Fred Zinnemann vont partir aux États-Unis. Donc il y a une sorte de vide de talent. Et en même temps, Babelsberg était tellement puissant qu'on trouve quand même encore des centaines de techniciens chevronnés, des réalisateurs compétents. Et donc, la grande erreur à ne pas faire, c'est de croire que le cinéma nazi est un cinéma de basse qualité. Hélas, non. Ce sont des films qui, narrativement et au niveau de la mise en scène, sont extrêmement percutants, quasiment l'équivalent de la production hollywoodienne de ce début des années 30. La seule chose, c'est qu'ils véhiculent tous, sans exception, de la comédie au musical, ils véhiculent une idéologie nauséabonde. Marc Ferro a écrit un très très bel article sur un film, là, clairement nazi, qui est Le Juif sus, de Weitarland. Il a dit que même les fondus enchaînés du film véhiculent l'idéologie nazie, et je le montrerai. De la même manière, vous avez des films qui semblent comme La Habanera, qui semblent innocent, mais on voit le racisme à l'œuvre, la pureté de la race, le nationalisme, le bellicisme. Donc j'analyserai ces films qui sont là cette fois purement des films de propagande, même si Goebbels voulait faire de la propagande indirecte. Et ironie de l'histoire, le film préféré de Goebbels, c'était Le Cuirassé Potemkin, d'un réalisateur communiste, juif et homosexuel. Voilà, mais il donne ce film en exemple pour dire aux cinéastes allemands, vous devez faire des films de qualité, mais bien sûr, le contenu, lui, nous le verrons, nous l'analyserons, ce contenu est extrêmement nocif. Je parlerai aussi, bien sûr, de Leni Riefenstahl, personnalité très controversée, qui, après-guerre, s'est justifiée en disant qu'elle avait fait du simple document, notamment sur les congrès du parti nazi de Nuremberg, et je montrerai dans Le Triomphe de la volonté à quel point ce sont des documents orientés, fictionnalisés, pour présenter l'arrivée du Führer comme une sorte de nouveau messie. Donc, cinéma absolument pas innocent, avec des films qui n'ont plus été vus depuis des décennies et dont j'analyserai de nombreux extraits.